Dans cette petite vidéo, je vais te montrer comment est-ce que l'on peut étudier le mouvement d'un mobile qui se trouve donc dans un plan incliné, comme le montre le schéma suivant. Donc les plans inclinés, c'est quelque chose qui revient assez souvent lorsque l'on étudie les forces, le mouvement. Donc nous, on va s'intéresser aujourd'hui au mouvement d'un mobile dans un plan incliné, sur un plan incliné. Alors, on l'avait dit lors de la vidéo donc de généralité sur le mouvement rectiligne uniformément accéléré, que le mouvement donc d'un objet sur un plan incliné suit un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Alors, on va voir également pourquoi. Déjà, lorsque l'on a donc un certain nombre de forces qui s'exercent sur un objet, il faut toujours faire donc le bilan. Donc ici, évidemment, l'objet est doté d'une certaine masse, il est donc soumis à son propre poids. Donc il est soumis à une force que j'ai nommée ici Fp, qui est symbolisée en rouge, qui est toujours, alors là on dirait pas trop, mais qui est toujours perpendiculaire au sol et pas forcément au plan. Donc voilà, c'est une force dont l'intensité est égale à la masse fois la gravité. Voilà. La gravité est évaluée en général à 9,80 mètres par seconde au carré, donc c'est l'accélération gravitationnelle de la pesanteur sur Terre. Des fois on l'arrondit à 10, ça dépend du niveau de tolérance de ton professeur de physique. Il y a également la force de soutien, ce qui fait que l'objet ne s'enfonce pas dans le plan incliné. Donc c'est une force qui réagit finalement à la pesanteur de l'objet, donc à la pression qu'exerce le mobile sur le plan incliné justement. Alors cette force de soutien, on verra, n'est pas tout à fait, parce que c'est souvent une faute, enfin c'est une faute que l'on fait souvent, n'est pas forcément égale en intensité à la force de pesanteur. C'est le cas dans un plan non incliné. Effectivement, on avait vu que il y a toujours donc la force de pesanteur. Cette force de pesanteur là est compensée par une force donc égale et opposée qu'on appelle la force de soutien, la force de réaction normale du support. Et effectivement, dans cette configuration-là, donc dans un plan non incliné, les deux forces sont égales en intensité. Elles sont égales et opposées, mais c'est évidemment parce que l'ensemble du vecteur force de pesanteur, l'ensemble du poids de l'objet est retranscrit au sol. Ici, on va voir que l'on peut décomposer le vecteur force de pesanteur, je vais le faire ici, en deux composantes. Donc si l'on prend un axe, un repère d'axe, souvent on va prendre ce repère-là. Donc je vais prendre un axe X qui sera parallèle au plan et un axe Y qui sera perpendiculaire au plan. Si je décompose donc le vecteur force de pesanteur en deux composantes, je remarque que il y a une composante X ici et une composante Y. La composante X n'intervient pas, n'exerce aucune force contre le sol. Seule la composante Y du vecteur force de pesanteur s'exerce réellement sur le sol. Donc il y a une petite partie, enfin une petite partie, ça dépend de l'inclinaison, mais il y a une partie du poids qui va s'exercer réellement sur le sol, et il y a une autre partie qui va simplement contribuer au mouvement de l'objet. Voilà. C'est celle-ci qui nous intéressera, c'est la composante X, elle nous intéressera lorsque l'on étudiera le mouvement de l'objet. Mais finalement, le sol ne réagit qu'à cette composante-là. Donc ce qu'on peut affirmer de façon générale, dans le cas d'un plan incliné, c'est que la force de soutien, elle est égale, non pas à la force de pesanteur, mais elle est égale, enfin l'intensité de la force de soutien, est égale à la composante euh, perpendiculaire de la force de pesanteur. Donc il y a la composante perpendiculaire et la composante, voilà, on peut le noter comme ça d'ailleurs, avec les petits... Voilà, l'intensité, je parle bien de l'intensité ici des vecteurs, qui sont égales. Voilà. Alors, ces composantes-là, ah oui, puis il y a également une autre force, il y a la force de frottement, évidemment. L'objet va être soumis à une force de frottement constante, l'on va admettre. Voilà. Dans un petit mouvement comme celui-ci, on peut admettre que la force de soutien, la force de frottement est constante. Cette force de frottement, d'ailleurs, elle se calcule d'une façon assez simple. Il faut faire donc la force de soutien fois un coefficient, on l'appelle le coefficient de frottement,
qui est un coefficient qui va dépendre donc des surfaces en contact. Voilà. Donc voilà comment on peut calculer la force de frottement. Alors il y a la force de frottement cinétique, la force de frottement statique. Là, dans ce cas-là, on parlerait d'une force de frottement cinétique, donc du coefficient de frottement cinétique. Voilà. Donc c'est un coefficient qui nous informe de l'adhérence, voilà, donc des deux, l'adhérence finalement au sol. Voilà. Alors, donc je parlais de l'étude du mouvement. Pour ça, il va falloir donc décomposer effectivement la force de pesanteur selon deux composantes. Il y a une composante, en fait, la composante perpendiculaire. On l'a vu, elle est compensée par la force de soutien. Donc voilà. Donc ces deux forces-là, finalement, elles ne nous intéressent pas. En fait, la seule composante qui nous intéresse réellement dans le mouvement, c'est la force, c'est la composante parallèle du vecteur force de pesanteur. C'est elle qui participe au mouvement de l'objet. C'est elle qui va faire qu'il va progressivement dévaler la pente. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton, c'est une loi qui est fondamentale lorsque l'on étudie des forces. Donc, la deuxième loi de Newton, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, selon une de ses formulations les plus classiques, que la somme des forces extérieures qui s'exercent sur un corps, la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur un corps, extérieures qui s'exercent sur un corps, est égale à la masse fois le vecteur accélération. Appliquons ceci. Alors, selon l'axe parallèle, parce que finalement, selon l'axe des abscisses, parce que finalement, on s'en fiche un peu de l'axe Y, puisque de toute façon, le mouvement aura lieu selon l'axe des abscisses. Donc, étudions les forces. Il y a deux forces qui interagissent, qui interviennent. Il y a la composante X du vecteur force de pesanteur, composante parallèle, et il y a la force de frottement. Les autres n'interviennent pas dans le mouvement horizontal. Et donc, la somme de ces forces est égale à la masse fois le vecteur accélération. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, là, j'ai pris les vecteurs, mais finalement, comme ils sont, on va pouvoir projeter finalement, en fait, les vecteurs sur l'axe des abscisses. On a donc ici FP parallèle, moins FF. Pourquoi moins FF? Ben parce que le vecteur force de frottement, c'est par rapport à la position, au sens de, enfin, là, par rapport à l'orientation de mon axe. Le vecteur force de pesanteur est dans le sens opposé, voilà, à mon axe. Donc voilà, c'est pour ça. Et donc la masse et l'accélération, ben évidemment, elle va dans le sens de l'axe. Voilà, comme la composante X, la composante parallèle du vecteur force de pesanteur. Voilà. Alors maintenant, la composante parallèle, comment on la calcule? Comment on calcule cette composante parallèle? Eh bien, alors là, il y a une formule que je vais expliquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'angle d'inclinaison du plan nous fournit une information assez importante. Il nous fournit l'angle qui sépare. En fait, cet angle, l'angle qui est ici, alors là, on peut le démontrer avec un peu de trigonométrie, c'est assez simple. Mais l'angle, je vais souligner ça, l'angle d'inclinaison, c'est le même que l'angle ici. Et là, on remarque, en fait, si on n'est pas attentif, qu'on a un triangle rectangle. On a un triangle rectangle, c'est pas grave, on va garder ce triangle. On a un triangle rectangle ici, dont, alors nous, on cherche l'intensité de la composante parallèle. Comment on la calcule? Eh bien, on connaît, admettons, la force de pesanteur, hein, c'est la masse fois la gravité. On a l'angle. Comment on exprime donc la composante parallèle? Bah, on applique la formule du cosinus, non, du sinus. Je cherche le côté opposé à l'angle, j'ai l'hypoténuse. Donc, je rappelle, hein, le sinus de l'angle est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. L'opposé ici, c'est donc FP parallèle. Et puis, l'hypoténuse, c'est FP. Donc, du coup, on peut dire que FP parallèle, si on résout une équation, est égal à FP, donc mg, hein, fois sin de alpha. Donc, voilà. Donc, on va pouvoir essayer d'exprimer ça comme ça. mg fois sin de alpha moins ff. Alors, ff, comment on le calcule? La force de frottement. Bien, la force de frottement, on avait dit tout à l'heure, ça c'est une formule, que c'est la force de soutien fois le coefficient de frottement donc qui est lié à l'adhérence. Force de soutien, comment on la calcule? On a dit que la force de soutien, c'était égal à la composante perpendiculaire de la force de pesanteur. Et la composante perpendiculaire, comment on la calcule? On applique aussi la trigo, hein.
Sauf que là, on cherche le côté adjacent. Le côté adjacent, comment on le calcule? Bah, à l'aide de la formule du cosinus. Un cosinus de l'angle, c'est égal à composante perpendiculaire, donc adjacent sur hypoténuse. Donc du coup, on obtient que FP perpendiculaire, c'est égal à MG fois cos de alpha. Donc voilà. Il y en a un qui prend le sin, il y en a un qui prend le cos. Voilà. Donc du coup, la force de soutien, c'est également, on la calcule de cette façon-là également. Donc la force de frottement cinétique, enfin la force de frottement, c'est mg fois cos de alpha fois le coefficient d'adhérence, qu'on appelle mu. Et ça, c'est égal à m fois a. Alors, on voit qu'ici, on a m et m, enfin mg et mg, on va donc pouvoir factoriser. Donc j'ai mg facteur de sin de alpha moins cos de alpha, qui est égal à ma. J'ai un m des deux côtés. Donc, je vois déjà une chose assez intéressante, c'est que l'accélération est indépendante de la masse de l'objet. Tout comme, hein, dans un mouvement de chute libre, l'accélération de l'objet, lorsque l'on le lâche, est indépendant de la masse de l'objet. Alors, dès lors, évidemment, que l'on néglige les forces de frottement. Alors là, évidemment, on a considéré les forces de frottement dans ce plan incliné, mais on considérait qu'elles étaient constantes. Or, on peut toujours chipoter, dire qu'elles évoluent en fonction de la vitesse. La définition de la force de frottement que j'ai proposée, c'est une définition qui n'est pas absolue, évidemment, mais qui, voilà, est assez quand même pratique et qui est assez correcte pour des forces de frottement faibles. Ce qui est le cas dans un plan incliné, force de frottement assez faible. Donc, l'accélération, on la calcule comme ça. L'accélération, c'est g fois sin de l'angle moins cos de l'angle. Alors, ça, c'est le cas général, donc, pour l'accélération d'un plan incliné, qui est soumis, donc, à son poids et à des forces de frottement. Maintenant, il y a une autre... Il y a un cas particulier où les forces de frottement sont négligeables, ce qui est tout à fait possible, hein, des fois on les néglige, tellement elles sont insignifiantes. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Bah, dans ce cas-là, on se retrouve... Ah non, mais il y a un truc que j'ai oublié, là, bêtement, c'est le coefficient U, ici, le coefficient de frottement statique, que je dois mettre là, évidemment. Sinon, ça ne va pas. Donc, l'accélération, c'est G fois, en parenthèse, sin de alpha, moins cos de alpha fois mu. Hein, le coefficient de frottement est hyper important. Oui, donc je disais, si les forces de frottement sont négligeables, qu'est-ce qui se passe? Bah, lorsque les forces de frottement sont négligeables, le coefficient d'adhérence vaut 0. Donc, si le coefficient d'adhérence vaut 0, en fait, cet élément-là, il disparaît. Et il ne reste donc plus que G fois sin de alpha. Donc, dans le cas où il n'y a pas de frottement, l'accélération, c'est G fois le sinus de alpha. Voilà. Donc, si par exemple, on a un angle de 30 degrés, voilà, un angle, le plan incliné est de 30 degrés, ben, l'accélération, elle est de 9,81 fois 0,5, parce que sin de 30, ça vaut 0,5, donc ça vaut 4,905 mètres par seconde au carré. Pour un angle de 30 degrés, l'accélération gravitationnelle est réduite de moitié. Voilà. Par rapport au cas de la chute libre. Maintenant, comment est-ce que l'on obtient la vitesse en fonction du temps, hein, si, admettons, là, donc j'ai l'accélération, hein, qui est une constante. Mais comment je peux déterminer maintenant la vitesse? Eh bien, je rappelle que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse en fonction du temps. Donc, comment est-ce que j'obtiens la formule qui me donne, enfin la fonction qui me donne la vitesse en fonction du temps? Bien, c'est assez simple, je dérive. Donc, si je dérive, hein, c'est une fonction constante, il va simplement ici s'ajouter un petit t. Voilà. Et si je vais donc obtenir maintenant l'équation horaire de la position en fonction du temps, je me rappelle de cette définition qui dit que donc la vitesse, eh bien, c'est finalement la dérivée de la position par rapport au temps. Voilà. L'accélération d'ailleurs, c'est la dérivée seconde de la position par rapport au temps. Voilà. Si jamais. Donc du coup, bah, je fais simplement la dérivée. En fait, j'ai dit que je dérivais, mais non, je dérive pas. J'intègre. Là, j'ai intégré. Parce que je cherche une fonction dont je connais la dérivée. Donc voilà. Donc là, c'est pareil, j'intègre. Donc du coup, il va s'ajouter un demi de G. Et un petit t carré. Plus une constante d'intégration qui sera la position initiale. Voilà.
Donc voilà la position en fonction du temps lors d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré dans un plan incliné. Voilà, voilà.